Bonjour tout le monde. Donc après ces 2 belles conférences, je vais procéder à un pas à pas, une réflexion sur, les boiteries fébriles de l'enfant à travers, des cas cliniques. Et pour introduire le sujet, je rappelle que c'est une situation fréquente à laquelle tout pédiatre peut être confronté, que ce soit dans son cabinet ou à l'hôpital. Ça nécessite une prise en charge diagnostique et thérapeutique rapide. Il y a diverses pathologies qui peuvent être responsables d'une boiterie fébrile, mais il faut surtout pas passer à côté des urgences que sont les infections et les pathologies tumorales malignes. Il faut aussi garder à l'esprit que toute boiterie fébrile de l'enfant est une infection ostéo-articulaire jusqu'à preuve du contraire. D'abord, on va commencer par définir ce que c'est qu'une boiterie. C'est une modification récente de la démarche avec une asymétrie du pas qui est liée à un phénomène douloureux, contrairement au trouble de la démarche, qui est plutôt une anomalie d'apparition progressive ou bien qui existait et qui est due en fait à une anomalie soit au niveau du muscle squelettique ou bien au niveau des tendons. Donc, quand on est devant un enfant qui a une boiterie fébrile, comme d'habitude, on commence toujours par faire un bon interrogatoire. Donc, on va rechercher est-ce qu'il y a des antécédents personnels ou familiaux d'hémopathie, de troubles de l'hémostase, de pathologies rhumatismales inflammatoires, de maladies génétiques, d'entérocolopathie. Est-ce qu'il y a un épisode infectieux viral qui a précédé cet épisode? Depuis quand ça évolue? Dans quel sens ça évolue depuis de façon aiguë ou plutôt, ça c'est assez persistant? Comment? Dans quelles sont les circonstances? Est-ce que c'est plutôt, brutal ou plutôt progressif? Est-ce qu'il y a d'autres signes? Parce qu'une boiterie fébrile, ça peut être aussi non douloureux, mais là, il faut rechercher de façon spécifique la douleur et il faut essayer le plus possible de localiser cette douleur. Donc, est-ce qu'il y a un membre qui est atteint? Mais surtout, il faut aussi dévêtir complètement l'enfant et voir, donc sur le plan douleur, il faut rechercher plutôt, des signes en faveur de rachialgie. Il faut aussi préciser, le caractère de ces douleurs, si elles sont présentes. Est-ce que c'est plutôt mécanique ou bien inflammatoire? Donc des douleurs qui réveillent l'enfant le soir, ça fait plutôt des, douleurs, d'origine inflammatoire. On va aussi rechercher, des signes généraux, en particulier des sueurs nocturnes, une altération de l'état général, un amaigrissement, une perte de poids ou bien carrément une cassure de la courbe. Alors, l'examen clinique est très important. Donc là, on va faire marcher l'enfant en sous-vêtements. On va bien regarder, bien inspecter sa marche. Et l'attitude en fait antalgique, elle va se traduire par un refus d'appui, voire un refus de marcher, surtout chez, le petit nourrisson. Donc là, de façon, d'abord, à l'inspection, on va rechercher est-ce qu'il y a une rougeur, par exemple, au niveau du genou? Est-ce qu'il y a un gonflement? Est-ce qu'il y a une attitude vicieuse lors de la marche? Est-ce qu'il y a une amyotrophie au niveau des membres inférieurs? Est-ce qu'il y a une porte d'entrée évidente, une plaie, un hématome? Il faut ensuite, passer, à l'examen proprement dit, donc la palpation. Il faut tester les différentes mobilités articulaires, rechercher des douleurs provoquées à la palpation au niveau des différents membres, mais aussi au niveau du rachis. On va rechercher une limitation par différentes manières. On va rechercher aussi une raideur et il ne faut pas oublier de faire un très bon examen neurologique, en particulier un examen du rachis. Donc il faut rechercher, est-ce qu'il y a un déficit moteur? Est-ce qu'il y a une abolition des réflexes? Est-ce qu'il y a des hypoesthésies? On va en parler par la suite. Bien entendu, bien étudier la force motrice, la force musculaire, ça doit compléter l'examen articulaire de l'enfant. Après l'examen articulaire, bien entendu, on va compléter l'examen général. Donc, on va rechercher particulièrement un syndrome tumoral. Donc, est-ce qu'il y a, en plus de cette boiterie, des adénopathies périphériques palpables? Est-ce qu'il y a une hépatosplénomégalie? Est-ce qu'il y a une atteinte projetée d'origine viscérale? Donc, ne pas oublier de bien examiner l'abdomen. Il peut s'agir d'une simple appendicite avec un psoïtis. Et là, c'est l'enfant qui boite parce que il a une appendicite et ce n'est pas du tout ostéo-articulaire. Alors, les signes d'alerte, quand on est devant un enfant qui a une boiterie fébrile, il faut faire très attention. Comme je vous ai dit au départ, il ne faut pas passer à côté des urgences infectieuses et tumorales.
Il faut y penser quand on a une altération de l'état général, quand on a une douleur qui persiste, donc 2, 3 semaines. Est-ce qu'il y a des douleurs intenses et insomniantes qui réveillent l'enfant le soir? Quand il y a une impotence fonctionnelle totale, un gonflement au niveau d'un segment ou bien une voussure localisée. Donc, quand on est devant une boiterie fébrile, la douleur, elle peut être associée. Et si la douleur, elle est plutôt métaphysaire, il s'agit d'une ostéomyélite. Quand la douleur, elle est plutôt articulaire et que ça s'associe à un épanchement, donc un gonflement avec une rougeur, chaleur, on parle plutôt d'ostéoarthrite septique, mais il faut surtout pas méconnaître les pathologies tumorales qui peuvent simuler en tout point les ostéomyélites et les ostéoarthrites d'origine infectieuse. Bon. Alors, quand on est devant un enfant qui a une boiterie fébrile, après avoir bien interrogé l'enfant et les parents, bien examiné et là, on est le plus souvent orienté par les données de l'examen et de l'interrogatoire, on va demander un petit bilan qui va nous permettre d'avancer. Donc, d'abord, tout simplement, une numération, la recherche d'un syndrome inflammatoire, donc on fait une VS, une CRP des hémocs, éventuellement une ponction articulaire par la suite si on trouve à l'écho un épanchement. On fera des radios standards bilatérales, c'est-à-dire qu'on fait des 2 côtés, dirigées et si on n'est pas orienté, ce qui est le cas chez le nourrisson, des fois, on a du mal à localiser, donc on va faire le membre inférieur en totalité. Alors l'échographie, elle peut être très intéressante quand on a une douleur articulaire inflammatoire, donc si on a, par exemple, un genou qui est rouge, chaud, là, il faut pas hésiter à demander une échographie, mais aussi quand on a, des douleurs avec une imitation au niveau de la hanche, là, on va demander une écho d'emblée parce que c'est une articulation qui est profonde, donc on ne va pas avoir de signes inflammatoires comme c'est, le cas au niveau du genou. La scintigraphie osseuse au technicien, mais elle peut être très intéressante, surtout, si l'enfant ne localise pas bien la douleur. Donc ça peut être intéressant pour bien localiser, justement le siège du mal. Et puis par la suite, on peut être amené à demander, si, on n'est pas très orienté sur le plan étiologique, on va demander une IRM qui va être orientée, soit une IRM du membre ou une IRM du rachis, ça dépendra, des examens. Donc le premier cas clinique, c'est celui d'une petite de 7 ans, qui présente une boiterie d'apparition progressive depuis 5 jours, donc c'est plutôt récent, sans traumatisme, avec une fièvre qui oscille entre 38 et 39, un syndrome biologique inflammatoire franc et la radio est strictement normale. Bien entendu, comme je vous ai dit, l'ostéoarthrite et l'ostéomyélite sont les pathologies infectieuses qu'il faut éliminer d'abord chez tout enfant qui a une boiterie fébrile. Donc là, cette fille, après la radio, elle a une scintigraphie osseuse qui a montré une hyperfixation précoce, voilà, au niveau de l'extrémité inférieure du tibia et ça a été complété par une IRM qui a montré justement une anomalie de signal au niveau de l'extrémité inférieure du tibia, nous permettant de poser le diagnostic d'une ostéomyélite aiguë. Donc, les infections ostéo-articulaires, ça peut toucher l'articulation, on parlera plutôt d'une arthrite septique, ça peut toucher la métaphyse, on parlera plutôt d'une ostéomyélite, ou bien aussi, comme je vous ai dit dès le départ, ça peut toucher le rachis et dans ce cas-là, l'origine du mal, ce n'est pas les membres, c'est plutôt le rachis et il s'agira d'une spondylodyscie, d'où l'importance de l'examen du rachis devant tout enfant qui a une boiterie fébrile. Alors, les infections ostéo-articulaires, le plus souvent, c'est une dissémination hématogène après une bactériémie. Souvent, ça survient à 25 ans. On peut avoir 2 portes d'entrée, soit cutanées ou ORL et 2 germes sont le plus souvent responsables de ces ostéoarthrites. D'abord, la Kingella kingii qui donne des signes cliniques plutôt frustes et c'est ce qui fait que parfois ça peut passer inaperçu et ça peut, justement être méconnu, au départ. D'autant plus qu'il y a pas parfois, de syndrome inflammatoire franc, donc le syndrome inflammatoire peut même être, absent. Le plus souvent, ça évolue par épidémie, hein, essentiellement en automne et en hiver. Et puis le staph qu'on connaît très bien, le staphylocoque qui est responsable d'un tableau très bruyant le plus souvent avec une atteinte multifocale qui est, possible. Alors sur le plan radiologique, comme vous voyez, les radios peuvent être normales au début, donc il ne faut pas
justement être faussement rassuré. Au bout de 48 à 72 heures, on va avoir un comblement des plans graisseux et un épaississement de la graisse sous-cutanée. Au bout de 7 à 10 jours, on va avoir une déminéralisation métaphysaire avec parfois des appositions périostées et en fait, l'abcès intra-osseux ne va se voir qu'au bout de 10 jours. Donc vous voyez très bien que l'évolution, elle peut être, traînante et donner des tableaux sévères. L'échographie, donc, elle est très intéressante pour mettre en évidence un épanchement, mais aussi les complications, à savoir l'abcès sous périostée. L'examen, la scintigraphie peut être aussi un examen de débrouillage, surtout pour localiser le siège de l'infection, mais le gold standard, ça reste toujours l'IRM qui est sensible dans plus de 82% des cas et spécifique dans plus de 75% des cas. Donc l'IRM va permettre de poser le diagnostic, de faire le bilan de la maladie avec, l'infiltration des tissus mous, les abcès et tout ça et bien entendu, ça va guider le geste chirurgical. Alors toute infection ostéo-articulaire chez l'enfant nécessite une hospitalisation en urgence. Ce diagnostic va être justement retenu sur les critères de Kocher modifiés, à savoir la fièvre, l'hyperleucocytose, l'AVS supérieure à 40, le refus d'appui, une CRP supérieure à 20. Donc, il peut s'agir d'une arthrite. Dans ce cas-là, on fera une ponction, plus ou moins un lavage et une antibiothérapie IV pendant 5 jours, puis relayée par une antibiothérapie pendant 3 à 6 semaines par voie orale. Pour l'ostéomyélite, le diagnostic sera confirmé par la scintille, l'IRM, et bien entendu, l'antibiothérapie, elle va être prolongée pendant 6 semaines. La troisième localisation infectieuse, c'est la spondylodicite qui peut être un piège diagnostique. Donc souvent, la clinique, elle est assez pauvre. C'est un enfant qui ne veut plus s'asseoir, qui boite, qui a de la fièvre. Quand on fait une radio, le plus souvent, on trouve un passement discal, comme c'est le cas ici. La confirmation se fera par la scintille IRM et là aussi, bien entendu, le traitement repose sur l'antibiothérapie prolongée pendant 6 semaines. Le deuxième cas clinique, c'est celui d'un garçon de 6 ans qui n'a pas d'antécédent particulier, qui depuis 3 semaines présente un syndrome grippal avec fièvre pour laquelle il a eu plein d'antibiotiques. Il a eu de l'Agenta, ceftriaxone, du céfotaxime et justement, la symptomatologie elle est plutôt, pas très sévère et 1 semaine après, il commence à présenter une boiterie avec la fièvre qui persiste. Alors, sur le plan biologique, cet enfant a une anémie normochrome normocytaire, il a des blancs normaux, des plaquettes normales, une CRP légèrement élevée à 30 et un taux de LDH élevé. Et là aussi, bien entendu, en tant qu'oncologue, on voit un taux de LDH élevé, on m'appelle parce que c'est probablement d'origine tumorale. Alors, cet enfant, il ne faut pas oublier qu'il a eu d'antibiotiques qui ont fait justement abattardir le tableau. Bon, le médecin qui le voit demande un scanner qui effectivement conforte le diagnostic d'une pathologie tumorale. Il a une hépatomégalie, une splénomégalie, des adénopathies qui ne sont pas très grosses quand même, c'est un petit axe de 8 millimètres, c'est pas très inquiétant et on retrouve une lésion ostéolytique au niveau de la branche ischio-pubienne gauche et qui a, l'air d'être agressif. Alors là, l'orthopédiste continue complète par une IRM qui montre justement une image, lithique à ce niveau-là donc celle-là? Non? Bon. Donc je vais mettre le pointeur, c'est symphonie. Voilà, donc on a une image lithique au niveau de la branche ischio-pubienne, gauche. Alors l'orthopédiste demande une IRM corps entier parce qu'il n'est pas très orienté et là, en regardant, l'IRM en plus cérébrale, une IRM au niveau du crâne, on retrouve aussi d'autres petites lacunes, toutes petites et au niveau, du crâne et là, on m'appelle parce qu'on pense à une pathologie tumorale métastatique ou bien à une histiocytose. Entre-temps, cet enfant, a différents examens complémentaires, toutes les sérologies du monde, sauf une, les anticorps antinucléaires, il demande un examen ophtalmo, tout est demandé avec la piste, tumorale, la piste inflammatoire, sauf la sérologie de la brucellose qui a été demandée et il s'agissait bien d'une brucellose qui a été, abattardie en fait, par cette antibiothérapie, prolongée.
Donc d'où l'importance de faire justement, vu le contexte de notre, pays, de demander systématiquement une sérologie de la brucellose, même si la symptomatologie n'est pas, évocatrice. Alors les autres diagnostics, auxquels il faut penser quand on est devant un enfant qui a une boiterie fébrile, c'est bien entendu les pathologies tumorales. Donc avant l'âge de la marche, c'est le neuroblastome métastatique qui est la tumeur solide extracrânienne la plus fréquente de l'enfant. À tout âge, il faut penser aux leucémies. Là, pour les leucémies, ça peut donner des douleurs osseuses des membres inférieurs ou bien ça peut donner parfois un tableau qui simule en tout point une arthrite et c'est le piège classique, justement des formes pseudo-rhumatismales. Donc là, outre les tumeurs justement, systémiques, on a aussi les tumeurs osseuses, en particulier l'ostéosarcome et le sarcome d'Ewing. Particulièrement le sarcome d'Ewing donne de la fièvre associée à la pathologie osseuse. Donc là, il faut toujours rechercher l'altération de l'état général, les sueurs nocturnes, les douleurs inflammatoires avec les réveils nocturnes. Et il faut garder en tête que toute douleur inflammatoire d'un membre chez un adolescent ne doit pas être mise systématiquement sur le compte d'un traumatisme sportif, même s'il y a eu un traumatisme quel qu'il soit. Et là, il ne faut pas hésiter à demander des radios standards. Les radios osseuses, bien sûr, elles vont permettre d'orienter le diagnostic en mettant en évidence une rupture de la corticale ou bien une plage d'ostéolyse ou d'ostéocondensation. Et on va demander l'IRM et l'anapathe en fonction. Alors, le cas clinique de Eya, elle a 3 ans, elle n'a pas d'antécédent particulier, elle a des douleurs abdominales avec une fièvre prolongée depuis 3 semaines, une boiterie avec une impotence fonctionnelle. Alors, à l'examen, elle a une masse de l'hypochondre droit avec une douleur à la mobilisation. Quand on fait les radiographies, les radios sont tout à fait normales, strictement normales. Il y a juste le rachis, il y a une attitude scoliotique et en fait, en faisant le scanner thoraco-abdominal, on tombe sur une masse tissulaire, justement, rétropéritonéale droite avec de multiples localisations au niveau des vertèbres, expliquant la symptomatologie. Là, le diagnostic est confirmé par la scintigraphie MIBG qui montre justement une hyperfixation au niveau de la masse abdominale avec multiples hyperfixations au niveau des membres inférieurs qui étaient justement à l'origine de la symptomatologie de l'enfant. Donc, il s'agissait d'un neuroblastome métastatique. Un autre cas clinique d'un enfant de 12 ans qui présente depuis 4 mois des douleurs du genou gauche avec boiterie, douleurs à la marche, une fièvre inexpliquée mais surtout nocturne. Et depuis un mois, il y a une tuméfaction qui se surajoute. Là, bien entendu, on pense tout de suite aux pathologies tumorales malignes. Et là, vous voyez très bien la radio standard qui montre une tumeur, témoigne d'une tumeur, très agressive puisqu'il y a une lésion ostéolytique, ostéocondensante avec une réaction périostée. Là, on complète bien entendu par l'IRM qui montre une lésion mixte à prédominance condensante du tiers inférieur de la diaphyse fémorale. Il s'agissait d'un ostéosarcome. Alors, un autre cas clinique de SADEM qui a 2 ans, qui présente une boiterie avec fièvre prolongée depuis 2 semaines, avec refus de marcher. À l'examen, il a un bon état général. Il a une masse de la hanche gauche et on me demande mon avis parce que cet enfant boite et on pense à un sarcome d'Ewing justement, comme c'est, une, localisation au niveau, de la hanche. En examinant l'enfant, outre cette masse de la cuisse, on trouve aussi de multiples bosses. En passant la main sur la tête de l'enfant, on voit de multiples bosses au niveau du crâne. Donc, on demande des radiographies standards. Là, vous voyez très bien l'image lithique au niveau de l'os iliaque droite. Et on voit aussi, là aussi, une lacune au niveau de l'os pariétal droit. L'IRM, effectivement, confirme ces localisations, aussi bien au niveau du bassin qu'au niveau, donc au niveau du crâne. Donc, le diagnostic le plus probable est non pas celui d'un sarcome d'Ewing, étant donné que c'est un tout petit de 2 ans et demi, c'est pas du tout l'âge des pathologies tumorales de type Ewing, mais c'est vraiment l'histiocytose langerhans devant le très bon état général, cette double localisation au niveau du crâne et au niveau du bassin qui est très caractéristique. Et puis enfin, une autre pathologie très importante à ne pas méconnaître, bien entendu, c'est l'arthrite juvénile idiopathique. Donc, il faut évoquer devant toute atteinte inflammatoire sans cause évidente, chez un enfant de moins de 16 ans et devant une arthrite qui dépasse 6 semaines.
Là, on demandera les anticorps antinucléaires, l'examen à la lampe à fente qui va montrer l'uvéite et l'évolution est le plus souvent favorable. Donc, si on résume un peu les choses, alors quand on est devant un enfant qui a une boiterie fébrile, après l'interrogatoire et un bon examen clinique minutieux comparatif avec un examen du rachis, on va être devant la première situation où on a une atteinte unique sans signe extra-articulaire. Dans ce cas-là, on pense tout de suite à la hanche. C'est tout à fait normal. Donc, on va demander un bilan biologique, une NFS, une CRP, une radiographie du bassin et une échographie de la hanche qui va nous permettre éventuellement de poser le diagnostic d'une infection ostéo-articulaire, donc d'une arthrite septique ou bien d'une ostéomyélite. Et si on n'a pas de diagnostic, là, on va devoir surveiller de façon très proche l'enfant, demander éventuellement une scintigraphie et une IRM. Mais quand cette atteinte elle est unique, ça ne veut pas dire forcément que c'est la hanche. Ça peut être aussi tout simplement les muscles qui font mal. Donc on palpe les muscles, ça fait mal, il a des enzymes musculaires élevées, ça fait plutôt myosite. Ça peut être aussi le genou qui fait mal, ça peut être le pied. Ça peut être l'orachis. Donc, on insiste très bien sur l'examen neurologique parce que un enfant qui a une boiterie fébrile, ça peut être d'origine rachidienne. Si par contre l'atteinte elle est multiple ou extra-articulaire et qu'on a un terrain particulier de drépanocytose, bien sûr, c'est surtout les pathologies infectieuses auxquelles il faut penser. Sans oublier les pathologies tumorales malignes quand on est devant une altération de l'état général, une masse abdominale ou bien au niveau d'un membre et un syndrome tumoral. Donc, ça peut être une tumeur maligne primitive, un neuroblastome métastatique, une hémopathie, sans oublier l'histiocytose. Et puis enfin, si on a une atteinte multiple avec une atteinte ophtalmo ou une atteinte cutanée, on pensera bien sûr à l'AGI. Donc, je termine en concluant, une boiterie fébrile, ça ne veut pas dire forcément que c'est une infection de la marche, d'où l'importance de l'examen clinique aussi bien des membres inférieurs que du rachis, mais aussi le reste de l'examen, bien entendu. L'orientation dépend de l'anamnèse, ça dépend aussi du type de boiterie, de l'examen physique. Les examens complémentaires vont être demandés en fonction de ces données-là. Il faut à tout prix éliminer les urgences extrêmes qui nécessitent un traitement urgent, à savoir les infections ostéo-articulaires, surtout si on a un syndrome infectieux, mais pas toujours, mais aussi aux pathologies tumorales. Et là, l'âge de l'enfant va nous orienter. Donc, toute douleur localisée et persistante associée à cette boiterie nécessite au moins une radiographie en deux plans orthogonaux. Il faut garder en tête qu'une boiterie fébrile est une infection ostéo-articulaire jusqu'à preuve du contraire et que tout retard diagnostique va être un facteur de risque de séquelles pour les infections ostéo-articulaires, mais un risque de décès pour les pathologies tumorales. Merci.